côté de moi. On est un peu en retard parce qu'il y avait une réunion qui ne finissait pas de finir. Voilà, malgré tout le bruit qu'on a essayé de faire pour les déranger. Bon, mais enfin, maintenant, c'est acquis. Alors, cette soirée est organisée au sein de l'Académie Climat, que je remercie de nous accueillir. Elle est à l'initiative de l'ESSAGE, l'École supérieure d'architecture des jardins. C'est un cycle de conférences où les intervenantes sont cette année que des femmes. La prochaine séance aura lieu au tout début de janvier prochain, j'ai plus mon agenda, le 4 ou le 6 janvier, avec Fabienne Bruyère qui vient de publier un ouvrage sur l'écoféminisme. Voilà. Et puis le programme est sur Internet, sur le site de l'école, bien évidemment. Marine, bonsoir. Bon, je vais présenter, c'est toujours un peu ridicule de présenter les gens parce qu'en fait, on découvre à la fin de la conférence qu'ils sont bien autre chose que des titres ou des diplômes, des trucs comme ça. Mais bon, on ne peut pas y couper. Donc, Marine est avocate, voilà, on peut déjà dire ça. Elle est présidente de Walt Legal qui a publié cet excellent petit ouvrage que je peux faire tourner, mais il faut le rendre. Voilà, c'est mon exemplaire. C'est là, il faut appuyer en haut là, le bouton. C'est bon. À ceux qui voudraient en avoir un exemplaire, j'en ai pris quelques-uns aussi. Bon, c'est une très bonne idée. Alors, je vais passer. Voilà. C'est un guide pratique, hein, vous allez voir, qui est tout à fait bien construit. Marine est aussi porte-parole du collectif Hors de question, Hors OR, je précise l'orthographe. Elle est experte auprès de la Convention citoyenne pour le climat. Elle a publié un premier ouvrage qui s'appelle « Devenir gardien de la nature », qui a obtenu le prix du livre d'écologie en 2021 et qui raconte son expérience militante, activiste en Guyane. On peut peut-être commencer par là, puis après on arrivera au droit, à la nature et tout ça. D'accord ? Tu n'avais pas pris ton ouvrage ? Non, je ne voulais pas trop me charger, mais D'accord. Il est là aussi. J'en ai pris aussi quelques exemplaires. J'ai pris une bibliographie entière. Alors, que se passe-t-il en Guyane ? Qu'est-ce qu'il y avait comme méchant qu'il fallait contrer ? Il y avait à la fois une usine et à la fois les forages de Total. Tout à fait. Bon. Donc, pour expliquer un peu le jeu de mots derrière Hors de question, c'est un collectif citoyen qui s'est monté justement face à les mines d'or, et notamment les mines d'or industrielles. D'où le jeu de mots Hors de question, parce qu'évidemment, on n'en voulait pas en Guyane. Et donc, ce collectif citoyen qui rassemble énormément d'associations différentes en Guyane, mais aussi en métropole, a pour ambition de dénoncer les ravages de l'industrie minière sur le territoire amazonien, à cause de son impact climatique, à cause de son impact sur la biodiversité, à cause de son usage excessif de l'eau, mais aussi à cause de toute la collusion entre les élus et les industriels présents sur site, les ressources publiques nécessaires au développement de ces mines, et puis surtout en fait, tout l'impact sur les autres domaines économiques, parce qu'il faut savoir que les mines, c'est en fait beaucoup d'argent public investi, très peu de retour sur investissement pour les populations locales et un écosystème détruit pour des générations entières. C'est un vrai pillage. Et quand on a vu venir le projet Montagne d'Or, qui est en gros le plus gros projet jamais imaginé sur le territoire français et en l'occurrence sur le territoire amazonien, porté par une multinationale, un consortium russo-canadien, eh bien, ce collectif s'est formé et a rassemblé donc du coup tous les opposants à cette lutte et a réussi à se faire entendre, heureusement. Bon, donc c'était une victoire. En tout cas, c'était une belle mobilisation, ça c'est sûr. Et pour Total ? Pour Total, il se trouve que, donc pour remettre un petit peu dans le contexte historique, 2015 commence à se tramer l'idée de ce projet Montagne d'Or. À l'époque, surprise, qui porte ce projet ? Il faut savoir qu'en France, les mines, il y a deux types de mines. Alors il y a d'une part les mines énergétiques, donc le charbon et les autres mines qui sont liées directement à la production d'énergie. Ça, c'est du domaine du ministère de la Transition écologique. Et puis il y a les mines qu'on appelle non énergétiques. Et ça, c'est Bercy. Et qui est ministre à Bercy en 2015 ? Emmanuel Macron.
Et donc lui, avec son acolyte Montebourg, ministre du redressement productif, ils ont la fameuse idée donc, de développer l'industrie minière en Guyane. Et c'est à ce moment-là que se forme le collectif. 2017, moi je commence à travailler justement en tant que juriste. Je leur dis, je peux mettre à disposition mes compétences de juriste pour vous aider. En 2018, j'y vais. Et en 2019, et dans un contexte très particulier, où Jair Bolsonaro est au pouvoir au Brésil, vous vous souvenez, pendant le mois d'août, on est tous devant nos téléviseurs ou nos ordinateurs à regarder l'Amazonie brûler. Eh bien, Emmanuel Macron est forcé, finalement, par le contexte actuel, à dire à la tribune de l'ONU, ce projet ne peut pas se faire en l'état, il ne convient pas aux exigences écologiques de la France. Voilà. Et donc, pile à ce moment-là, arrive Total, avec un immense bateau de forage. Je ne sais pas si vous avez déjà, et allez voir par curiosité, vu à quoi ressemble un bateau de forage offshore. C'est monstrueux, c'est hyper impressionnant, c'est un bateau gigantesque avec une sorte comme une perceuse au milieu. Donc il faut vous imaginer un super tanker avec un trou en fond de cale à travers lequel on passe une foreuse et des centaines de tubes, les uns mis bout à bout pour forer justement jusqu'à la croûte en fait sous-marine et aller exploser le sol pour ensuite rentrer dans le sous-sol sous-marin jusqu'à la nappe qui contient le pétrole. C'est une invention digne du génie humain, hein, dans la plus belle expression. Et donc, juste après qu'on ait obtenu l'abandon du projet Montagne d'Or, eh bien, ce bateau tanker fonce sur nous, en pleine COP en plus, pour commencer les forages au large de Kourou, donc à quelques kilomètres à peine de Kourou. Et donc, c'est encore une grande mobilisation dont je voulais parler dans mon livre parce qu'elle illustre à merveille à la fois la collusion entre les élus et les industriels, parce que vraiment l'État français a déroulé le tapis rouge à Total dans cette affaire. Et je ne le dis pas de gaieté de cœur, mais c'était un de nos ministres censés être les plus écolos qui était au pouvoir à ce moment-là et qui a signé la concession attribuée à Total. Vous voyez peut-être de qui je parle, Nicolas Hulot. Oh tiens. Et ben oui, parce que d'une main, il signait le permis et la concession de Total, et de l'autre, il déposait sur le bureau des ministres sa loi Hulot, sa fameuse loi sur la fin des énergies fossiles. Donc pour nous, évidemment, c'était un choc énorme. Pour moi, ça a été aussi un choc en tant que juriste parce qu'on est allé évidemment devant les tribunaux, on a demandé l'abandon de ce projet, l'annulation du permis de Total, et le juge nous a dit en gros, circuler, il n'y a rien à voir. Et donc, je voulais vraiment l'utiliser, le raconter ce qui s'est passé parce que ça illustre pour moi les carences du droit français actuel, l'incapacité de concevoir un modèle dans le cadre des limites planétaires et d'habiter la Terre en paix avec les non-humains sans prendre ce risque énorme aussi pour les humains qui dépendent de ce territoire, parce que qui dit forage pétrolier et surtout dans ces zones-là dit énorme risque de marée noire et autres cauchemars écologiques du genre. Oui, et puis destruction d'écosystèmes excessivement nombreux. Un écosystème qu'on venait à peine de découvrir. C'est-à-dire qu'il faut vous imaginer que donc c'est en 2019, les scientifiques viennent de mettre en évidence qu'au large de la façade en fait, est de l'Amérique du Sud se trouve un récif immense qui part du Brésil et qui va jusqu'au Venezuela. Un récif dont on avait ignoré l'existence jusqu'ici parce qu'à cause des particules des grands fleuves amazoniens, eh bien, on ne pouvait pas le voir. On n'avait pas les outils et surtout les capacités de plonger aussi profond et de voir ce récif. Et là, les scientifiques le voient. Et au lieu d'envoyer une grande délégation de scientifiques, mettre en évidence tous les enjeux écologiques de ce récif, on autorise Total à foncer directement dessus et à forer dedans. Donc c'est extrêmement choquant d'un point de vue évidemment de la science, même pour n'importe quel amoureux de la nature, je dirais. Et c'est dans ce contexte aussi que nous, on se retrouve placés, militants, activistes, et puis face en fait à toutes les belles paroles, tous les beaux discours du gouvernement, et puis nous, on se prend la réalité, c'est-à-dire en pleine face pour nous. Alors on va peut-être commencer, j'allais dire, par le commencement. Quand on parle de droit de la nature, on va peut-être d'abord définir ce que c'est que le droit. Et puis pourquoi il faut s'occuper de la nature? Est-ce que défendre la nature, comment parler en son nom, enfin voilà, un peu ces notions-là. Non mais c'est assez facile. Et après on rentrera dans le vif du sujet. Okay.
Alors, pourquoi est-ce qu'il faut défendre la nature et c'est quoi le droit? Alors, en fait, pour essayer de répondre aux deux questions et nous amener un petit peu dans une explication, le droit de l'environnement, puisque c'est le droit qui s'applique actuellement en France, il est né d'une vision relativement patrimoniale à la nature. C'est-à-dire on n'a pas protégé la nature parce qu'on voulait protéger la nature, on a protégé la nature parce qu'on trouvait ça joli. Enfin, historiquement, on s'est rendu compte, notamment parce qu'il y avait l'essor du charbon en France, qu'on commençait à détruire toutes nos forêts pour fabriquer du charbon de bois, qu'il y avait de moins en moins de forêts, que le paysage français était en train de complètement être transfiguré. Et c'est ces premières lois, en fait, qui ont amené la protection de l'environnement, qui était plutôt une relation, je dirais, vraiment patrimoniale, dans le sens où on protégeait l'image qu'on avait de la France, l'image qu'on avait de nos territoires, pour protéger finalement notre identité en tant que Français. Et ce droit de l'environnement, il a beaucoup évolué. On a fait ensuite un droit très sectoriel. C'est-à-dire qu'il y a eu le code forestier, il y a eu le code minier, il y a eu le code du littoral, il y a eu le code des montagnes, etc. On a développé un droit très sectorialisé selon les domaines sur lesquels ce droit s'applique, et en fait un droit complètement incapable d'analyser les interactions entre ces milieux. Voilà, la transversalité, les interactions, les interdépendances, ça, notre code est très incapable, malheureusement, de l'appréhender. Donc méthodologiquement, ce droit n'était pas du tout écologique. Parce que l'écologie, c'est précisément la transversalité et l'interrelation, par définition, j'allais dire, de chez Ernst Haeckel. Mais en fait, ce droit, il était, disons-le clairement, fait aussi pour répondre aux besoins des humains. C'est-à-dire, et le code minier en est vraiment l'illustration flagrante, le code minier, il a été écrit par Napoléon, déjà donc assez et relativement ancien. Il a été écrit par Napoléon parce qu'il fallait encadrer l'ouverture des mines. À une époque, on avait besoin de faire la guerre pour des raisons qui sont liées à la politique d'empire de Napoléon. Et donc, du coup, il fallait faire la guerre. Et pour faire la guerre, il faut des ressources minières. Il faut pouvoir fabriquer de quoi faire la guerre. Et donc, du coup, c'est un droit qui a été écrit pour dérouler le tapis rouge en industrie minière. Dites-vous que grâce aux efforts justement du collectif Hors de Question et des luttes en Guyane, on a obtenu l'année dernière seulement, 2021, la modification du code minier. Et c'est la première fois que le terme environnement a été inclus dans le code minier. C'est-à-dire que le secteur qui, par définition, a l'impact le plus désastreux sur l'environnement ne faisait même pas mention des conditions écologiques. C'est-à-dire qu'on pouvait obtenir une concession minière sans même avoir à faire d'études d'impact écologique. On pouvait en demander le renouvellement sans même montrer qu'on avait protégé ce territoire. Il suffisait de dire « j'ai les capacités financières et techniques d'exploiter le sous-sol ». C'était toute la seule question qu'on vous posait pour obtenir une concession minière. Est-ce que vous en êtes capable financièrement? Est-ce que vous en êtes capable techniquement? La question de l'environnement, ce n'était pas une question. Et donc, du coup, on s'est évidemment battu pour que les critères environnementaux rentrent dans le code de l'environnement, pour que quand on voit arriver des projets de mines d'une ampleur pharaonique comme Montagne d'Or, il faut quand même vous imaginer, parce que je ne l'ai pas fait, mais Montagne d'Or, c'était un projet tellement gigantesque qu'on aurait une mine à ciel ouvert tellement grande qu'on aurait pu coucher la tour Eiffel dedans. C'est-à-dire une fosse creusée à coups de dynamite, chaque jour 10 tonnes d'explosifs sur un site au milieu de la forêt amazonienne, dans lequel on aurait consommé par jour 275 000 litres d'eau par heure, pas par jour, pardon, par heure. Donc une consommation complètement délirante. L'obligation de construire une centrale électrico-fuel juste pour alimenter le site au milieu de la forêt, et des centaines de camions tous les jours pour alimenter en cyanure, pour alimenter en explosifs ce site au milieu de la forêt amazonienne. Donc face à de tels projets, qui sont vraiment pour moi symptomatiques d'une société complètement malade. C'est-à-dire que, est-ce que vous savez à quoi sert l'or? Parce que c'est souvent aussi, on se demande ce genre de choses, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on fait tout ça en fait? Pourquoi est-ce qu'on va chercher cet or? Est-ce que vous savez à quoi sert l'or? Non? La plupart de l'or en fait part dans la joaillerie pour faire des bijoux. On est d'accord que ce n'est pas vraiment un besoin essentiel. Et quand on vous dit on a besoin de l'or, notamment pour tout ce qui est technologie, vous savez combien de pourcentage ça représente de l'usage global de l'or? Ça représente à peine 6%. La dentisterie, il y a plus d'or dans une dent que dans un téléphone portable. Hein. Et donc la dentisterie et le numérique, c'est à peine 6% en fait de nos besoins. Pourcentage qu'on est complètement capable de couvrir grâce au recyclage de l'or.
Parce que l'or, ce qui est extraordinaire, c'est aussi que ça se recycle. Donc en fait, il y a plus d'or dans une tonne de téléphone portable que dans une tonne de roches extraits de la forêt amazonienne. Et ça, c'est important de l'avoir en tête parce que, évidemment, ça nous confronte à nos besoins essentiels. Quels sont les besoins essentiels qu'on doit couvrir? Est-ce que le fait de détruire le vivant repose sur un besoin essentiel ou non? Et donc, il y a vraiment cette question, évidemment, qui nous a amené avec le collectif Hors de Question à dire, mais vous vous rendez compte qu'en fait, en détruisant la forêt amazonienne, non seulement on détruit notre meilleur allié pour lutter contre le réchauffement climatique, on porte atteinte à des centaines d'espèces protégées, et en plus de ça, on ne répond vraiment pas à des besoins essentiels. En revanche, on enrichit massivement des multinationales étrangères qui viennent prendre cet or en Guyane. Alors, sur le droit de l'environnement, je reviens un petit peu en arrière historiquement parce que moi-même qui enseigne depuis des années les phénomènes d'urbanisation à l'échelle planétaire, au tout début, je n'ai jamais posé la question de y a-t-il une corrélation entre la taille de la ville, ses activités économiques et puis la dégradation environnementale. Au contraire, l'idéologie dominante était de dire plus la ville grossit, mieux c'est. Plus il y a de fumée qui s'échappe par les cheminées des usines, c'est un signe de bonne santé économique, donc tout va bien. Et en fait, les chercheurs ne regardaient pas trop de ce côté-là. Et maintenant, si. Donc maintenant, on sait très précisément que les premières contestations des dégâts causés par des usines datent de la création de ces usines. C'est-à-dire que c'est simultané. Vous avez un moulin qui recrache des eaux usées dans une rivière, ce qui va commettre des dégâts sur la population des poissons. Immédiatement, l'association des pêcheurs du coin porte plainte. Et on est exactement en 1784 à Manchester. Bon. Et donc les premières lois, les premières décisions environnementales, qu'on n'appelait pas comme ça à l'époque, datent vraiment du moment où le productivisme se met en place. Mais sauf qu'on ne racontait pas de cette manière-là. Et donc c'est intéressant parce que ça montre que ce droit de l'environnement, il est toujours une concession faite au capitalisme, et donc ne repose que sur le militantisme, sur les actions citoyennes, sur les actes militants, et dès qu'un groupe disparaît, toc, le méchant, j'allais dire pour simplifier, dit je peux à nouveau vider mes eaux usées et toxiques dans telle rivière. Alors, il y a des constitutions, je pense à Valérie Cabanès qui nous l'a raconté à plein de gens dans ses livres et dans ses conférences, il y a des constitutions, il y a des pays qui ont, comme la Nouvelle-Zélande ou l'Équateur, qui ont inscrit la protection de certains éléments de la nature, c'est-à-dire soit des grandes forêts, soit des fleuves, dans leur constitution. Alors ça date de quand et qui était derrière ces initiatives? Alors, effectivement, il faut se rendre compte et vous l'avez très bien dit, au moment de l'industrialisation et puis des premiers aussi scandales écologiques, ça a commencé à bouger quand même. Dans les années 70, notamment, avec la publication du rapport Meadows sur les limites de la croissance, etc., il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer où, parmi la communauté scientifique, il est clair qu'on sait pertinemment qu'en continuant de cette manière, à la fois on va vers le réchauffement climatique qu'on connaît aujourd'hui, mais on sait aussi, déjà dans les années 70, qu'on va vers l'extinction de la biodiversité, etc. Et donc forcément, les scientifiques commencent à alerter, et chez les juristes, cette question n'est pas absente non plus. Et en 1972, très exactement, c'est l'année justement de publication alors je vous ai amené la traduction française, c'est la publication du livre de Christopher Stone, qui est un universitaire américain, qui écrit en 1972, donc, les arbres doivent-ils pouvoir plaider, dans une affaire qui oppose donc la compagnie Walt Disney, que tout le monde connaît ici, je pense, et l'association du Sierra Club, une des associations fondatrices historiques aux États-Unis, qui s'oppose à la création donc d'un parc de divertissement au milieu d'une vallée de séquoias géants. Pour des raisons que vous pouvez largement imaginer, c'est-à-dire que ce sont des arbres centenaires qui poussent là et que Walt Disney veut juste les raser pour les remplacer par un parc de divertissement. Et donc du coup, l'association va en justice, demande l'annulation du projet, et les juges, dans une vision vraiment très restrictive du droit, écartent l'association et dit vous n'êtes pas propriétaire du terrain, vous n'êtes pas légitime
pour demander l'annulation juste parce que ce projet ne vous plaît pas, quoi, en gros. Et là, Christopher Stone se dit, mais si une association environnementale ne peut pas représenter les arbres, dans ce cas-là, est-ce que les arbres doivent pouvoir plaider pour eux-mêmes ? Doivent-ils pouvoir se défendre en justice ? Alors, le titre est un peu justement, nous alpague, nous questionne forcément. L'idée derrière tout ça est de dire pourquoi la nature n'a pas de droit ? Pourquoi la nature ne peut pas être représentée en son nom ? Et ce qu'il fait de manière très intelligente dans cet article, c'est qu'il nous renvoie à l'histoire. À l'histoire parce qu'il déconstruit en fait notre rapport aux autres humains pour arriver aux non-humains. Je m'explique, c'est qu'il nous rappelle que dans l'histoire, de nombreux humains n'ont pas eu de personnalité juridique, n'ont pas eu de droit associé à la personnalité. Les esclaves étaient considérés comme les objets de leur maître, qui pouvaient être vendus, exploités, voire tués dans les pires conditions. Il nous rappelle que tout ça s'est résolu, mais très tardivement, avec l'abolition de l'esclavage, que la controverse autour de la reconnaissance des droits des peuples autochtones, après la colonisation, a pris énormément de temps. Peut-être que certains d'entre vous connaissent la controverse de Valladolid, notamment au sein de l'Église. Les peuples autochtones ont-ils une âme ? Sont-ils des humains ? Sont-ils des animaux ? Peut-on les tuer, les exproprier ? Et puis finalement, la condition des femmes. Les femmes étant placées sous la tutelle de leur mari jusqu'au siècle dernier, les femmes étant des sujets incapables, considérés en France comme des fous, comme des enfants, donc incapables de parler en leur nom et dans leurs intérêts, dépendant de leur mari ou de leur père pour se prononcer à leur place. Et donc du coup, ce qui est aussi évidemment lié directement au droit de vote et au droit d'être élu. Et donc d'avoir une place dans la sphère politique, d'être représenté et de représenter les autres femmes. Et ça, c'est très important parce que Christopher Stone, en déconstruisant tout simplement cette idée que les droits fondamentaux sont universels, bien nous rappelle que même au sein de l'espèce humaine, pendant très longtemps, eh bien, nous n'avons pas eu tous les mêmes droits. Nous n'avons pas eu tous le même statut. Et donc, il nous appelle à réfléchir et à nous dire, mais peut-être que dans ce cas, les droits de la nature pourraient être une réponse pour aller plus loin, pour être l'après-mouvement des Lumières, pour répondre à cette crise écologique qui s'annonce déjà dans les années 70 et qui est d'autant plus vraie aujourd'hui. Et donc, comme ça, il nous amène à nous poser la question, qu'est-ce que changerait le fait de donner des droits à la nature ? Et il y répond, à la fois sur le plan philosophique et politique, mais aussi sur le plan écologique, très fonctionnel, c'est-à-dire défendre la nature en tant que sujet, titulaire de droits fondamentaux, et surtout dans le rapport de force politique entre les intérêts humains et non humains. Et donc, il l'illustre justement, mais c'est le cas de Walt Disney face à ces séquoias géants, qui ont besoin de gardiens pour les représenter, qui ont besoin de gardiens pour parler en leur nom devant la justice. Bien, il dit, voyez, dans ce type de situation, eh bien, les associations environnementales devraient être les tuteurs, devraient être là pour actionner un mécanisme d'urgence lorsque les humains, pour des raisons de divertissement, veulent raser des séquoias millénaires dans des zones très fortes de biodiversité. Et donc, il appelle comme ça à revoir, en fait, tout simplement les frontières de notre société en nous disant les humains ne sont pas les seules entités vivantes qui doivent être incluses dans nos sociétés. Et donc de droit. Et donc de droit, oui, d'autres sujets. Alors, donc, j'ajoute quand même que le procès, on ne fait pas appel, mais on déplace finalement le jugement. Et là, cette fois-ci, les arbres et leurs représentants humains l'emportent. Et donc Disney ne construit pas ce parc de loisirs et ne détruit pas 6000 arbres qui devaient être déracinés. Je précise pour la petite histoire, parce que c'est assez amusant, que le juge suprême de la Cour suprême des États-Unis s'appelle Douglas. Donc pour parler, de prendre une juridiction sur les arbres, c'est quand même pas mal. Par ailleurs, c'est un juge écologiste. Il a écrit un très très beau livre sur la vallée d'Ornès et il a donné beaucoup de dossiers à Rachel Carson lorsqu'elle écrivait Le Printemps silencieux. Donc, il ne faut pas trop le dire parce qu'un juge ne doit pas être juge et parti précisément, mais bon, il donnait quelques informations. Alors, c'est pour montrer aussi qu'aux États-Unis, il y a eu cette possibilité. En France, ça n'a pas eu lieu. Et depuis quelques années, quand même, il y a des mouvements citoyens, il y a légal, etc., mais qui essayent de doter, alors je ne sais pas si juridiquement c'est la bonne formulation, de doter un fleuve, une rivière, une forêt d'une personnalité juridique. Ce n'est pas tout à fait ça, je pense.
Alors en fait, on ne le dit pas comme ça, mais concrètement, ça Ça revient à quoi, ça. d'accord. C'est que si on veut être tout à fait cohérent, de la même manière qu'on dit que les êtres humains ont des droits intrinsèques, et donc qu'on ne nous donne pas des droits, mais qu'ils sont là, qu'ils sont intrinsèquement attachés à notre personne en tant que sujet humain, bien la même logique s'applique à la nature en disant tout simplement que la nature, elle aussi, a intrinsèquement des droits pour elle-même et que ce n'est donc pas les humains qui veulent bien accorder des droits à la nature, mais tout simplement que les humains reconnaissent ces droits et les respectent. Et donc c'est dans le verbiage évidemment très différent, mais aussi pour la conception même, c'est-à-dire que ces droits sont là, qu'on le veuille ou non, mais qu'on les viole en fait au quotidien. Alors, je vais lire une phrase, une citation excessivement connue, mais elle m'est venue à l'esprit en préparant cette rencontre, parce que c'est aussi un forestier, et pas n'importe lequel, Aldo Leopold, qui l'a formulé. C'est un forestier américain qui, par ailleurs, était aussi chasseur. Donc, il faut bien voir en tête qu'il trouvait qu'il fallait également... comment on pourrait le dire d'une manière... L'expression américaine n'est pas terrible, c'est la gestion du gibier. Bon, voilà. Mais c'est simplement qu'il ne fallait pas laisser les cervidés se démultiplier, parce que ça mettait en danger les arbres. Et donc, à un moment donné, il faut en éliminer un certain nombre. Et nonobstant cette action d'Aldo Leopold, je vous lis cette phrase qui est absolument magnifique. Une chose est juste lorsqu'elle tend à préserver l'intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique. Et elle est injuste si elle tend à l'inverse. Alors je ne voudrais pas dire que ce devrait être au fronton de tous les palais de justice où on traite des droits de la nature, mais vous voyez, et c'est des notions qui me semblent essentielles parce qu'elles elles ne vont pas dans le même sens, philosophiquement parlant. Hein. L'intégrité, la stabilité et la beauté. Combien de fois le dernier n'est pas pris en considération dans la velléité de détruire quelque chose, on ne met pas en avant cet argument-là. Ça ne suffit pas pour convaincre les juges. Alors, à l'échelle planétaire, parce que je donnais l'exemple de la Nouvelle-Zélande et de l'Équateur, est-ce que ces droits des forêts, des arbres, etc., des fleuves, prennent de plus en plus ou c'est encore excessivement marginal ? Alors moi je dirais pas que c'est marginal. Si on les mettait et si on tente de les mettre sur une frise chronologique, les territoires qui reconnaissent des droits à la nature, eh bien on observe une courbe exponentielle. C'est-à-dire qu'effectivement en 1970 il n'y a pas de cas encore, mais en fait avec aussi les mouvements autochtones, l'indépendance, en fait l'autodétermination des peuples autochtones et les droits croissants qui leur sont reconnus, plus la crise écologique qui s'accentue, eh bien, le nombre de territoires, États ou collectivités territoriales ou réserves autochtones qui reconnaissent les droits à la nature est en augmentation croissante. Et ça sur tous les territoires. Donc aujourd'hui, il y a énormément d'États, donc l'Équateur, vous en parliez, la Colombie, la Bolivie, et des cas plus spécifiques des jurisprudences en Argentine et ailleurs. Et puis en Amérique du Nord, énormément de cas, au Canada, aux USA aussi, avec une cinquantaine de collectivités aux USA qui ont déjà reconnu des droits à la nature, souvent sur des rivières, souvent à cause de barrages hydroélectriques. En Australie aussi, beaucoup, fleuves, rivières, et en Nouvelle-Zélande, on en a parlé, parcs, fleuves. Et donc tout ça, et notamment une croissance exponentielle autour des années 2016-2017. Là, on voit vraiment une explosion du nombre de cas. Et l'Europe était un petit peu à la traîne. Mais en fin septembre, donc il y a quelques semaines à peine, hein, l'Espagne a été le premier pays à reconnaître officiellement les droits de la nature, à ouvrir cette brèche européenne dans une affaire qui concerne donc la Mar Menor, qui est une lagune, alors ça va du coup, j'imagine, vous intéresser, surartificialisée. Vraiment, c'est impressionnant vu du ciel parce qu'il y a la ville qui grignote la lagune d'un côté et puis il y a les énormes monocultures de l'autre. Donc avec vous savez, une lagune, comme c'est un espace fermé avec des eaux plus ou moins stagnantes, hein, eh bien, tout l'apport des eaux usées de la monoculture intensive venait provoquer des phénomènes d'eutrophisation, hein, de mort des poissons par asphyxie. Et puis il y avait de l'autre côté la ville
qui s'étend sur tout le bord de la lagune et qui détruit les berges et la stabilité de cet écosystème. Et donc face à ce constat, des milliers, des centaines de milliers de citoyens ont signé ce qu'on appelle l'initiative législative populaire. C'est un mécanisme en Espagne qui permet de saisir le Congrès sur une proposition, un peu l'équivalent de ce qu'on demande avec le RIC en France, hein, toute la discussion autour du référendum. Alors eux, c'est plus subtil, enfin plus subtil. C'est pas une question de subtilité, c'est une question d'efficacité, on va se dire. C'est que donc ils ont proposé la reconnaissance des droits de la Mar Menor, ils ont proposé ce texte au niveau du Congrès espagnol, qu'il a adopté à la quasi-unanimité, sauf les voix de l'extrême droite, qui a travaillé à ce texte avec les juristes qui étaient à l'origine de l'initiative. Et donc le 30 septembre dernier a été publiée la loi sur la personne juridique de la Mar Menor, qui donc reconnaît les droits fondamentaux à la Mar Menor et qui la dote d'un organe de tutelle composé de 3 comités, un comité de surveillance, un comité de gardiens et un conseil scientifique qui doit justement garantir la protection des droits fondamentaux et surtout opposer vraiment aux destructeurs de cette Mar Menor enfin une autorité compétente pour la défendre. Et donc ça c'est vraiment un mouvement extrêmement porteur d'espoir en Europe parce que ça dit beaucoup de choses. D'une part, qu'en droit européen c'est tout à fait possible. Il n'y a aucun obstacle à reconnaître des droits fondamentaux à des écosystèmes en Europe. Et il fallait que ce soit dit, il fallait que ce soit fait pour qu'on puisse l'acter une bonne fois pour toutes. Parce que moi, vous n'imaginez pas le nombre de fois où on me dit mais ça marche chez les peuples autochtones, ça marche ailleurs. Non, ça marche chez nous avec du droit européen et pas besoin d'être autochtone et de vivre au fond de la forêt ou dans la toundra pour que ça fonctionne. Il y a des citoyens en Espagne qui se sont saisis de ce sujet, qui sont allés le défendre au Parlement et qui l'ont obtenu. Donc, étape extrêmement importante pour nous. Et ça va aussi, du coup, dans le sens de l'idée de gardien. Quel est notre rôle à nous, habitants d'écosystèmes, représentants, élus ou scientifiques, dans le rôle justement de protecteur, de gardien, de sentinelle, quel que soit le rôle qu'on veuille bien se donner ou le statut qu'on veuille bien derrière lequel on veut bien se définir. Mais il y a toutes ces questions que ça suscite. Et évidemment, en Europe, ce mouvement, il est en train de grandir très très fort et de prendre partout en Europe, en Suède, en France, en Italie et partout ailleurs, où il y a vraiment des collectifs comme White Eagle qui œuvrent justement pour pousser ces idées et faire en sorte de proposer des alternatives juridiques. Est-ce que la proposition de Parlement de Loire va dans ce sens-là ? Alors, le Parlement de Loire n'a pas fait de proposition en fait, il faut voir le format. D'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes les auditions du Parlement. Ça a été plutôt des auditions que ce qu'on pourrait appeler un Parlement. Alors, le Parlement de Loire, donc, c'est une initiative de Camille de Toledo et d'un groupe qui... Alors, le groupe en question, j'ai plus le nom. C'est un collectif, en fait, d'architectes, d'urbanistes. Polo, c'est ça, exactement, merci. Et donc, c'est lié au Polo qui est à Saint-Pierre-les-Corps, et puis aussi à l'action du vice-président de la région qui est Charles Fourier. C'est ça. Et donc, ils ont appelé ça le Parlement de Loire. C'était en gros des auditions de tout un tas de personnes avec des profils très différents pour parler justement de la Loire et de questionner ce sujet de la personnalité juridique, des droits, etc. Et donc, à ma connaissance, ce qui en est ressorti, c'est la proposition de créer une association qui aurait pour mission justement de représenter la Loire. Une assemblée. Une assemblée. Ouais. Et alors, du coup, maintenant, ça essaime un peu, puisqu'il y a d'autres mouvements associatifs qui font la même chose pour le Rhône. L'Assemblée populaire du Rhône, oui, qui est en cours. Je les accompagne, justement, ils ont alors plusieurs comités de conseil, de surveillance, etc. Et donc, c'est 30 citoyens tirés au sort, 10 en Suisse, 20 en France. Un peu pensés sur le modèle de la Convention citoyenne pour le climat et qui ont justement pour mission de réfléchir aux droits de pollution, de réchauffement, de destruction de la biodiversité, etc. pour penser en fait comment on habite le Rhône demain aussi, la relation au Rhône. Alors, en tant qu'experte auprès de la Convention justement citoyenne pour le climat, les retombées de cette convention, c'est intéressant ou c'est insuffisant ? Comment on peut percevoir ? Parce que, vu de loin, on a l'impression qu'il y a eu, si je me souviens bien, 78 propositions. 149. Ah, j'étais loin. Et moi, celle qui m'intéressait le plus, c'était la réduction du temps de travail. Et c'est celle qui a été éliminée. Non, pas du tout pour travailler moins, non. C'est parce que je suis intimement persuadé
qu'il nous faut repenser le travail si on veut si on veut rentrer dans une décroissance un peu subtile, quoi. Oui, non, mais en plus, l'impact climatique de la réduction de travail, du temps de travail, elle est démontrée. Hein, donc, c'était pas non plus une proposition de flemmard. Non, non, c'était basé sur des faits scientifiques qui montrent que quand on travaille 4 jours par semaine au lieu de 5, l'impact, que ce soit dans les transports ou autres, il est réel. Dans les émissions de gaz à effet de serre liées au transport, j'entends. Et donc, alors, moi, pour vous dire honnêtement, au début, quand j'ai entendu parler de la Convention citoyenne, je me suis dit que c'était une usine à gaz. Que c'était vraiment encore un effet d'annonce du gouvernement pour faire bon genre, quoi. Et en plus, bon, il y avait eu quand même le grand débat national juste avant, qui n'avait pas donné grand-chose non plus. Enfin, bon. Mais j'y suis allée donc à la demande des citoyens. Et puis, en fait, ce qui était extraordinaire, c'était que la promesse qui avait été faite de dire on va transférer vos propositions sans filtre et vous pourrez les défendre, ben ça avait suscité dans la tête des gens, donc des 150 personnes tirées au sort, quelque chose de vraiment incroyable, dans le sens où on avait 150 personnes vraiment ultra concernées et très, très, très déterminées. C'est-à-dire que, d'une part, ils n'avaient rien à y gagner. Ça, c'était très intéressant aussi, parce qu'en fait, c'était pas des lobbies agricoles ou de la chasse ou que sais-je. Ils y allaient en tant que grand-père, grand-mère, oncle, tante, enfin des gens comme vous et moi, en fait, avec tous un bagage très différent. Moi, je suis beaucoup travaillé avec Guy Koulidza, qui était ingénieur à la retraite, ingénieur informaticien à la retraite, plutôt communiste, et qui était complètement épris de la notion d'écocide. Donc, pour lui, qui avait été placé de manière complètement aléatoire dans le groupe Se Nourrir, parce qu'en fait ils avaient tout découpé en plusieurs groupes, se déplacer, produire, se nourrir. Lui disait non, en fait ça n'a aucun sens de raisonner comme ça, il faut faire des groupes transversaux, il faut voir un peu la big picture, le panorama global. Et donc elle a dit moi je veux travailler sur l'écocide. Et donc nous on lui a donné tout le travail juridique qu'on avait fait avec Valérie Cabane dont tu as parlé, qui œuvre pour la reconnaissance du crime d'écocide devant la Cour pénale internationale, et puis les travaux qu'on avait fait pour transposer cette proposition à l'échelon français. Et puis ils l'ont défendu comme des fous, c'est-à-dire qu'ils ont voté à 99% pour cette mesure, et ensuite pendant plus d'1 an on est allé la défendre à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les différents ministères, face au ministre de la Justice, face à Barbara Pompili à l'époque, ministre de la Transition écologique. Et puis, et au-delà du résultat, qui est évidemment, je ne dis même pas à quel point c'est décevant, c'est sûr, ça on peut l'accepter. Il y a ce qui est quelque chose quand même d'extraordinaire, c'est que ça montre que non seulement les gens, quand vous leur donnez la capacité de faire des propositions, vous leur donnez cette responsabilité de dire c'est toi qui es responsable de ce projet, c'est toi qui es responsable de cette proposition, et que vous leur dites que potentiellement il y a une chance que ça se fasse, mais en fait cet espoir est suffisant pour qu'ils se sentent vraiment en capacité d'aller jusqu'au bout. C'est toute la différence, et je le dis parce que ça ne fait pas partie de la biographie que tu as fait au début. Moi, je suis aussi garante du débat public, donc c'est-à-dire que je suis missionnée sur des projets par la commission
avocate qui avait été reconnue donc coupable à l'époque l'avortement était illégal et donc cette jeune femme défendue par Gisèle Halimi plaidait pour son corps, pour le droit à disposer de son corps. Et en sachant qu'elle avait été d'une part victime de la violence masculine, deuxièmement qu'elle a été victime de la société patriarcale qui lui imposait d'avoir un enfant du viol. Donc Gisèle Halimi rappelle, moi c'est un texte qui m'a beaucoup marqué, que je cite dans l'introduction justement du texte de Christopher Stone. Gisèle Halimi, dans sa plaidoirie, rappelle que dans l'écriture initiale du Code civil, 1804, c'est pas si vieux que ça, les femmes sont la propriété de l'homme, qu'elles lui sont données comme l'arbre fruitier pour lui faire des enfants. Et en fait, il y a dans cette lecture qui nous relie à la nature, par l'essence, la femme, l'arbre à fruits, eh bien, il y a finalement, je dirais, une alliance pour la nature entre finalement des sujets sous la domination du patriarcat. Parce que l'homme dispose à l'époque du corps de la femme, et on ne pourrait pas dire que c'est fini aujourd'hui, vu les violences qui sont encore caractéristiques de notre société. Le corps de la femme est donné à l'homme, de même que le corps de la terre lui appartient. Et donc, cette destruction écologique, elle n'est absolument pas étrangère à la destruction et à l'utilisation du corps des femmes et à son invisibilisation dans le débat. Et donc, le lien évident qu'il y a entre Christopher Stone et entre Gisèle Halimi, mais entre la cause féministe et la cause écologiste, il est là. Il est pleinement là. Je veux dire, il saute aux yeux, il est même... Enfin, je veux dire, c'est limite une agression, tellement on se rend compte, justement, quand on va dans les détails, à quel point la violence qui s'exerce sur la terre, c'est la même violence que celle qui s'exerce sur le corps des femmes. Et d'ailleurs, dans les débats à cette époque, autour de la reconnaissance du viol, non pas comme un délit d'atteinte à la pudeur, parce que souvent le viol était requalifié. Ce n'était pas la responsabilité de l'homme. La femme était au mauvais endroit, mal accompagnée, mal habillée. C'est le cas encore aujourd'hui. Et donc c'était sa faute si l'homme l'avait pris, si l'homme avait usé d'elle. Et de la même manière, il a fallu que les féministes se battent pour obtenir la reconnaissance du viol comme un crime, qui était sinon rétrogradé à l'échelle du coup de simples délits. On ne risquait donc pas d'être responsable d'un crime. Et bien les mêmes débats, exactement les mêmes débats, nous avons eu exactement les mêmes débats de la justice, quand on a proposé la reconnaissance du crime d'écocide. Il n'y a pas de crime contre la nature, nous a-t-il dit. Porter atteinte à la nature ne peut pas être un crime. C'est un délit de pollution, c'est un délit de dégradation. Il n'y a pas de crime contre la nature. Alors d'une part, c'est faux, parce qu'aujourd'hui, il existe déjà un crime contre la nature, c'est l'incendie volontaire, le seul crime écologique reconnu dans notre code. Mais en plus de ça, c'est une aberration totale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous portez atteinte aux conditions d'habitabilité de notre terre, cela ne peut pas être reconnu comme un crime. C'est tout le combat, du coup, autour de l'écocide, du fait d'inscrire la destruction grave, étendue et durable du vivant parmi les plus hauts crimes de notre société, parce qu'il porte atteinte à la paix sociale, parce qu'il porte atteinte à l'intégrité de notre territoire, parce qu'il porte atteinte à la protection de notre nation. Notre nation, ce sont notre population, notre intégrité en tant que territoire et en tant que géographie, et donc la conservation biologique de l'écosystème dans lequel nous sommes intégrés. Et donc ça, le ministre de la Justice actuel, puisqu'il est toujours là, eh bien, nous l'a refusé tout simplement. Et en plus, dans un mouvement de dédain absolu, puisqu'il faut vous imaginer qu'on était quand même avec les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat. Moi, j'intervenais en tant que juriste. On était au ministère, il y avait lui et ses conseillers, et il nous a quand même dit, alors qu'on n'était que des citoyens autour de la table, vous comprenez, si le crime d'écocide était reconnu en tant que crime, donc, eh bien, il faudrait juger aux assises. Et les assises, ça implique des citoyens, parce que les citoyens sont tirés au sort pour siéger aux assises. Il nous dit, mais vous imaginez, alors que les citoyens n'y comprennent rien, ça donnerait des relax, on n'arriverait jamais à condamner les entreprises, ça n'a aucun sens. Alors que vous savez ce qui se passe en vérité aujourd'hui ? C'est que justement parce qu'il n'y a pas de citoyens, justement parce que ça se passe à l'abri des regards, ce qui se passe en vérité, c'est qu'on fait des transactions, c'est que les entreprises sont très rarement condamnées. Il suffit de regarder les statistiques du ministère de la Justice.
atteintes à l'environnement qui n'arrivent jamais sur le bureau des juges et celles qui sont effectivement instruites, eh bien, on voit un parallèle très clair entre les violences faites aux femmes, encore une fois dans les statistiques, et les violences faites à la nature. Il y a au moins aussi peu d'atteintes qui vont être jugées et punies justement devant les tribunaux. Bien, qui souhaite... voilà. Bonsoir, merci pour cette conférence qui est extrêmement intéressante. La COP27 vient de se finir, l'Union européenne et la Commission a jugé ça totalement insuffisant au vu des accords qui se sont faits. Pensez-vous aujourd'hui que la Commission et l'Union européenne plus largement avancent dans le bon sens, et du moins peut-elle avancer et devenir aujourd'hui un réel acteur dans le changement international pour une planète qui sera demain peut-être mieux respectée? Je réponds tout de suite. Non. On en prend plusieurs. Comme vous voulez, hein. Moi, si on peut répondre aussi. Qui d'autre souhaite intervenir? Bonsoir. Il y a l'État français qui a été condamné assez récemment. Enfin, ça fait là maintenant en appel, je crois, à moins que ce soit au Conseil d'État directement, pour inaction climatique. Est-ce que vous travaillez aussi sur ces thématiques? Merci pour l'intervention déjà. Et en fait, comment on peut différencier en termes vraiment de réglementation et d'action le droit d'un espace naturel à disposer du droit d'être en soi, à exister sans que ce soit de la protection ou l'exploitation. Et comment on différencie le droit d'être de la loi de protection en fait sur un espace? Vous avez évoqué donc l'attribution de la personnalité juridique à des entités naturelles. Il semblerait que dans les exemples qui étaient donnés, il s'agisse d'entités dont on ne peut pas être propriétaire, un fleuve, un site. Et avec le parallèle que vous avez fait historique avec l'usage l'usage des biens de la nature comme l'usage de son épouse ou de sa fille, est-ce que le problème de fond, c'est pas celui de la propriété privée? Est-ce que le simple fait de supprimer, par exemple, le concept de propriété privée nous permettrait de résoudre tout simplement la question? Déjà quelques questions, Marine, c'est déjà pas mal. Alors, sur le rôle de l'Europe dans la lutte contre le réchauffement climatique, alors je pense qu'on ne peut pas être catégorique parce qu'en fait, il y a beaucoup
politique colonialiste qu'on voit en France et dans tous les pays occidentaux. C'est-à-dire qu'en fait, on est allé chercher ailleurs et dans des territoires qu'on a exploités massivement les ressources dont on avait besoin pour faire grandir l'Europe. Et donc, aujourd'hui, c'est la double peine. Ces territoires-là, pour la plupart d'entre eux, non seulement ce sont les territoires en première ligne du réchauffement climatique, mais ils ont été pillés. Donc du coup, il y a une vraie question de justice, et c'était une très bonne citation au début, c'est une question de justice, justement, face à cette crise écologiste, on n'est pas sur un plan de justice. Donc, et c'est pour ça que justement,
seulement à repenser philosophiquement le fait que le vivant comprend les humains et les non-humains, mais en même temps nous oblige à expérimenter d'autres choses, parce qu'on ne pourra pas non plus avoir une recette toute faite. C'est à chaque fois, je crois, moi, de plus en plus à cette espèce de, de revanche des territoires, d'une certaine manière, qui nous disent, vous nous avez oubliés trop longtemps, et le capitalisme financiarisé mondial, lui, considère qu'un territoire en vaut un autre, ce qui est faux. Il y a une espèce de précarisation des territoires, comme il a précarisé les emplois. Donc il nous faut réapprendre les emplois. Bon, c'est pour ça que pour ceux qui me connaissent un peu, savent que je milite pour l'espérance biorégionale, c'est-à-dire un nouveau redécoupage des territoires. Mais quand on regarde ça précisément, je fais référence là au dernier livre d'Alberto Maniaghi, Principe territoire, pardon, là il nous montre que ce n'est pas simplement un mot, c'est toute une construction mentale, c'est tout un réseau de savoir-faire, de compétences, de population, d'engagement, etc. Et donc c'est une mise en place qui nécessite beaucoup de temps en même temps et de conviction. Il y a encore deux réponses à apporter, puis